Bonjour Christian Bartholmé. Bonjour Habib. Est-ce qu'on se vouvoie ou est-ce qu'on se tutoie? On peut se tutoyer, il n'y a On se aucun souci. tutoie? Oui, Ok. Puisque là on se vouvoyait, maintenant on se tutoie, c'est une bonne chose. parfait. Ça fait partie de l'évolution. J'ai fait ta connaissance donc en 2014. Moi j'étais responsable associatif. On peut pas dire que cette rencontre a été d'une franche camaraderie. Non, j'avoue que en 2014, dans la situation dans laquelle on a trouvé la ville, quand on rencontrait l'adjoint aux finances, ça se terminait rarement bien. Je confirme. Donc, dans ce podcast, le principe il est simple. D'abord on parle de l'invité. Je te propose qu'on parle de toi. Qui est vraiment Christian Bartholmé? Alors pas l'adjoint aux finances, pas le leader de l'opposition, mais qui est Christian Bartholmé, d'où vient-il, etc. Ensuite, on va aller vers le côté plus politique. Alors, il n'y a pas que Bobigny, mais on va parler principalement de Bobigny. Et après, libre à toi d'aborder donc, les sujets que tu souhaites aborder. D'accord, très bien. Qui est Christian Bartholmé? On va faire simple comme tout le monde. Oui, Je suis né le 11 janvier 1964 à la clinique Adassa à Strasbourg. Mes parents habitaient une petite maison ouvrière dans la banlieue. Au rez-de-chaussée, mes grands-parents. Au d'accord. premier étage, ma tante et mon oncle. Et nous, sous les toits. C'est une époque dont peut-être les plus anciens comme moi se souviennent, y compris à Bobigny, parce que les toilettes étaient la fosse septique dans la cour. Une salle de bain, il n'y en avait pas. Et l'hiver, quand il fallait sortir par moins 15 ou moins 20 à Strasbourg, c'est sûr que c'était pas très drôle tous les jours. Donc mes parents ont eu la chance, comme beaucoup de Balbiniens, euh, d'avoir un appartement HLM dans les nouvelles tours construites, on va dire, dans les zones limitrophes des communes, parce qu'à l'époque, Oui. on mettait les cités HLM un peu loin du centre-ville. Et donc ils ont découvert, et moi aussi, la salle de bain dans l'appartement, les toilettes dans l'appartement, le chauffage par le sol où il faisait 28 degrés l'hiver. Ça existait déjà? Ça existait déjà, oui, 1969. D'accord. Oui, je devais avoir 5 ans quand on a emménagé là-bas. Pardon. Mon père était conducteur typographe, on appelait ça à Qu'est-ce que l'époque, c'est? imprimeur. Ok. À l'époque, il était CGT du livre, hein, donc a priori, les plus Mon père était costauds à la des CGT. Et bien sûr, d'accord. en Comme tant quoi? qu'apprenti imprimeur, puis ensuite imprimeur, mon père est né en 1936, ma mère en 41, donc ce sont des enfants de la guerre. Et on était très attachés à la hiérarchie et très fiers Oui. du progrès qu'on pouvait faire. Donc mon père était très fier d'être ouvrier hautement qualifié. C'est une hiérarchie à l'époque. Il y avait le manutentionnaire, Oui. l'ouvrier spécialisé, l'ouvrier hautement qualifié, et au-dessus après le contremaître, le chef d'atelier, etc. Et c'est une hiérarchie où dans le monde ouvrier on respectait beaucoup. Et en tant que salarié de l'imprimerie, il Mhm. était obligatoirement à la CGT du livre, ou sinon il travaillait pas. Ah oui, il y avait pas d'autre choix. Mais Oui, mais peut-être qu'il était sensible je te aussi aux parle causes de ça, défendues je par te la parle de CGT. ça, c'était dans les années 50, hein. Il était peut-être aussi sensible aux causes Je que sais pas. défendait la CGT. J'ai eu l'occasion, quand j'étais jeune adulte, de discuter avec beaucoup de ses camarades beaucoup plus syndiqués que lui. Oui. Beaucoup abandonnaient la discussion au bout d'une demi-heure parce que j'étais sans doute trop jeune et trop, comment dire, rude dans mes arguments. Et donc, du coup, tu as étudié à Strasbourg, comment ça s'est passé? Est-ce Oui, c'est que ça. c'était, J'ai eu la chance avec 2-3 de mes camarades d'avoir un instituteur en particulier dans notre école de quartier oui, qui nous a poussés vers une classe expérimentale à l'époque dans l'Académie de Strasbourg, qui était une classe bilingue français-anglais. Et donc l'Académie choisissait les meilleurs élèves dans toutes les écoles de la région pour intégrer cette classe. Et nous, on d'accord. est arrivé dans la deuxième promotion. Et donc effectivement, j'étais pas au collège dans mon quartier, mais j'étais au collège Kléber à Strasbourg, où j'ai fait ensuite toute ma scolarité jusqu'au lycée. Il y avait pas de classe, qui faisait, anglais et français? C'était que des Non, mais il y avait quoi comme c'était une classe particularité? bilingue. OK. Par exemple, on a commencé à écrire l'anglais dans le texte à partir de la quatrième. Avant, on faisait que de la phonétique. OK. Et on avait des cours de maths en anglais, on avait des cours de musique en anglais, on avait des cours d'histoire en Et anglais. tout est bilingue?
Oh, ça remonte à longtemps quand même, cher ami. On va essayer de poursuivre en anglais, hein, peut-être, ça sera l'objet d'un autre podcast, Ouais. Paraît que j'ai gardé un bon accent, c'est déjà ça. Ah, bah, si tu veux nous faire quelques phrases, des Non, ça ira, ça ira. Je peux les faire en alsacien aussi, mais ça n'a aucun rapport. Parce que ma Mmh. première langue, c'est l'alsacien, c'est-à-dire un dialecte allemand. J'ai appris le français à 4 ans en allant à l'école. Ah, du coup, tu parles français, anglais et allemand alors? Au moins, ouais. OK. C'est bien ça. Moi aussi. Très bien. J'ai fait les classes européennes au Collège République, donc de la 6e jusqu'en master 1, j'ai appris l'allemand. J'ai rien retenu. Donc c'est pas avec moi que tu vas parler allemand en tout cas. Je voulais savoir donc du coup, après le bac, comment sont venus les engagements associatifs ou autres, s'il y en a eu? À Strasbourg, alors, je sais que donc c'est une ville aujourd'hui qui est très urbaine, mais est-ce que tu as assisté à l'évolution de la ville? J'entendais aussi que, Strasbourg est connue pour être, l'une des villes, où il se passe pas mal de choses, notamment, bah, je sais pas comment le qualifier sans entacher un peu l'image de la ville, mais, le 31 décembre ou le 14 juillet, Oui, alors, c'est vrai qu'on en a parlé. Et historiquement, la première voiture brûlée à la Saint-Sylvestre, oui. c'était dans mon quartier, sous les fenêtres de ma grande-tante. Est-ce que vous êtes, Ah non, je suis absolument pas responsable. Non, c'est trop petit pour ça. OK, OK, OK. Et puis d'ailleurs, j'ai jamais brûlé aucune voiture. On m'a brûlé des voitures devant chez moi, mais moi, À Strasbourg? non, à Bobigny. À Bobigny? D'accord. J'étais pas au courant. Ah, c'était en 2018. Comme ça? Comme ça, c'était au moment, dont tu te souviens sans doute, où une partie de l'équipe municipale a fait sécession. Oui, Ils ont essayé d'organiser. Et par hasard, dans les 15 jours qui ont suivi, ma voiture et celle de mon épouse ont brûlé en pleine nuit. vous avez des noms? Ah bah le petit qui a été vu par les voisins, tout ça, il était suffisamment amateur pour laisser traîner la bouteille d'essence en plastique. Il n'avait pas de gants, donc la police l'a attrapé, il a été condamné, oui. C'est dommage, j'espère qu'il y aura plus ce type d'actes, à Bobigny là, on est en pré-campagne à Bobigny, j'espère que ça va plus se reproduire, et même après la campagne. Après ça, bon, c'est aux autorités de faire leur travail. Exactement. En tout cas, merci d'avoir partagé donc tous ces éléments concernant, ton enfance à Strasbourg, donc milieu social plutôt modeste, hein, si j'ai bien Oui, tout compris à fait. et des études dans quel domaine? Ah moi j'ai fait des études de droit. Des études de droit, non? Ouais. J'étais plutôt destiné à faire des maths, tout ça, mais les hasards de la vie font que parfois tu tombes sur un prof qui te prend en grippe, qui a été mon cas, et donc je suis passé de la filière C à l'époque, Oui, en terminale, je me suis retrouvé en A4, donc littéraire, philosophie, et après ça, je me suis dit: «Qu'est-ce que je vais faire avec un bac A4?» Et donc j'ai choisi, l'option droit, parce qu'à l'époque, si on faisait pas droit, on faisait oui, ou économie ou lettres, et ça ne m'attirait pas spécialement. Et comme souvent, les OK. hasards de la vie me conduisent à me passionner pour, ce vers quoi la vie m'amène, alors que je l'avais pas choisi d'abord. D'accord, d'accord et tout à l'heure, j'ai évoqué donc les engagements, les engagements associatifs ou autres. C'est venu à quel moment alors, Oh, c'est venu beaucoup plus tard. Au début de mes études de droit, j'étais surtout passionné par la musique. On avait, avec des copains de lycée, on avait un groupe de rock qui a D'accord. duré 5-6 ans. Oui, Oh, c'était une période où on faisait principalement, du Stones parce que tout le monde le faisait, ou des choses plus récentes comme Clash et Ramones parce que c'était l'époque. oui. On peut Mais, trouver des exemples de tout ça? heureusement que non! On va chercher, hein, sur Heureusement que non, YouTube, si c'est une quelqu'un a des époque, images. non, non, c'est une époque où j'avais des cheveux, donc ça serait cruel, on est d'accord? Mais tu as intéressé du monde, je pense. Oh, pas tant que ça quand même. Ouais. Et non, non, à partir de là, au bout d'un moment, les études de droit avançant, j'ai priorisé ça. Voilà. D'acc Et puis après, comme effectivement, venant de milieu modeste, je me suis marié, assez jeune, j'ai eu des enfants jeunes, donc il a fallu à un moment essayer de trouver un revenu, parce que les études, oui. c'est bien. Je dois être l'un des rares ou l'un des seuls attachés parlementaires de France à avoir jamais été recruté par l'ANPE, Pôle emploi aujourd'hui. Ça existe encore? Ah, On je travaille maintenant. ouais, je suis pas sûr, qu'il y en ait beaucoup. En tout cas, dans ma trop longue carrière maintenant, je n'en ai rencontré aucun. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à travailler en 89, à partir de 89, pour Adrien Zeller. Et Adrien Zeller, il était, jusqu'en 88, il était secrétaire d'État sous Philippe Séguin.
de la D'accord. sécurité sociale. Il a été très longtemps député, puisqu'il a été élu pour la première fois en 73 dans le mouvement réformateur. Donc j'ai travaillé pendant 6 ans pour lui. J'ai été bien accueilli dès mes 15 premiers jours. Adrien Zeller m'a dit, bah voilà, je suis candidat sur la liste de Simone Veil aux Européennes en 89. Donc vous allez vous occuper de ma campagne en Alsace. Pardon pour l'accent, mais chaque fois que je pense à Adrien, il revient. Et n'y connaissant absolument rien à rien, Oui. je me suis retrouvé à gérer une campagne au niveau régional pour des élections européennes avec comme tête de liste Simone Veil. Débrouille-toi avec ça. Et ton camp a gagné? Ah ben on a fini, non, elle n'a pas fait un score faramineux, mais en Alsace, on a fait un très bon score. Oui. Et quand on n'y connaît rien Oui. et qu'on dit vas-y, eh ben on imagine des choses. Donc un truc dont je me rappelle, qui n'avait jamais été fait, j'ai organisé un bus qui a sillonné toute l'Alsace avec les candidats devant, avec des arrêts dans différentes mairies. C'est bien ça, C'était c'est une assez. bonne chose. Oui, oui, oui. Je pense même que François Bayrou m'a piqué l'idée pour ses présidentielles quelques années après, puisqu'il était, lui, directeur de campagne de Simone Veil à l'époque, pour cette élection, et qu'il a vu le bus passer. OK. Bon, je me flatte un peu, hein, mais Bah, oui, oui, bah, c'est bien, c'est bien. Et comment est venu du coup l'engagement sur Bobigny? Parce qu'on passe de donc Simone Veil à une campagne au régional et nous ce qui intéresse le plus les Balbiniens, c'est le cheminement jusqu'à Bobigny. Alors, la version, la version courte. version courte, Alors, comment ça se passe après pour que la tu version arrives à te courte, retrouver donc candidat, en 2014, hum, sur une liste, bah, contre la maire sortante? C'était Catherine Page? oui, c'est ça. Bah, pour essayer de faire court, mais expliquer quand même, euh, comme je le disais tout à l'heure, parfois la vie me conduit à faire des choses que j'avais pas nécessairement choisies, mais je me passionne très rapidement. Donc, travaillant pour Adrien Zeller à l'époque, je suis devenu assez rapidement secrétaire général puis président des jeunes démocrates sociaux d'Alsace, les centristes. Oui. À partir de là, rapidement, j'ai intégré un bureau national. J'ai été président national à un moment des jeunes centristes. Et mon secrétaire général à l'époque s'appelait Jean-Christophe Lagarde. Ah, J'avais un vice-président qui s'appelait Philippe Mottet. Ça vous dit moins de choses. non, Mais je me suis retrouvé du coup quelques années plus tard à être directeur de cabinet de Philippe Mottet, qui est devenu maire d'Angoulême. Et de la même manière, je me suis retrouvé à partir de 2009 à être collaborateur de cabinet d'un certain maire de Drancy qui s'appelait Jean-Christophe Lagarde. Et c'est d'accord, comme ça que je suis arrivé en Seine-Saint-Denis il y a maintenant 16 ans. d'accord et Et donc, j'ai fait la navette pendant quelques années entre Angoulême et Drancy parce que à l'époque, je me suis marié c'est là-bas. sympa, On a eu des jumeaux. Ah, le TGV, c'est super. 2 heures et demie pour y aller, 2 heures et demie pour revenir. Donc, j'ai vécu aussi les affres des banlieusards qui partent le week-end, le vendredi soir, le train, le lundi matin, le retour. Et au bout de 3-4 ans, je crois, j'ai convaincu mon épouse de déménager. Et c'est comme ça qu'on a emménagé à Bobigny il y a 12-13 ans maintenant. et donc voyant l'état de la ville, tu t'es dit: «Ah non, faut que je fasse quelque chose, faut que je me présente, Bah, ou il faut que je présente, une liste», quand on est engagé aux côtés de Jean-Christophe Lagarde, on est engagé aussi aux côtés du député en tant que militant. Et donc, j'ai participé activement à sa campagne en 2012 sur Bobigny. Et à partir de là, oui, le choix de s'impliquer dans les élections municipales est venu assez rapidement. Mon rôle au départ était celui que j'avais en 2014, c'est-à-dire oui. directeur de campagne. Je me suis retrouvé sur la liste. Il faut quand même rappeler qu'en 2014 à Bobigny, je pense que tu t'en rappelles, c'était assez difficile de monter une liste de gens qui n'étaient pas d'accord avec le Parti communiste. Bah, ça dépend si c'était le fait de ne pas être d'accord ou non avec le parti communiste. C'était le parti communiste, qui était la référence politique sur la ville depuis un siècle et de fait, quand une personne entrait en politique, elle était naturellement, amenée à rencontrer des personnes du parti communiste et c'est comme ça que beaucoup, Exactement. dont moi, ont été, proches du parti communiste et maintenant c'est terminé mais il a eu une histoire, oui, d'un siècle avec, chacun des habitants, du parti communiste et pour l'époque, je me souviens même dans les années 90, il faisait tout, il faisait tout. Il se souciait même de savoir si, ça allait bien chez nous, régulièrement il passait donc c'était les référents même au niveau des quartiers. Alors ça a beaucoup évolué, depuis, mais Ah ouais, j'ai connu ça aussi. En,
en Alsace, dans ma banlieue. Hein. Ah, il connaît aussi les villes. C'est autour de Strasbourg, là où j'habitais, Bischheim, Schiltigheim, Önheim, c'était la banlieue rouge. Ouais. Il n'y avait que des communistes. À partir de 2014, vous avez, de justesse gagné, cette élection face à la majorité, enfin la majorité sortante, hein, face à l'équipe de Catherine Page. Alors je dis de justesse par ironie. C'est quoi le score déjà? Bah, au premier tour, on a fait 44%. 44 au premier Ouais. tour? Je pense que la liste d'opposition principale au Parti communiste jusqu'à présent avait plafonné aux alentours de 28. Ils ont été élus au premier tour tranquillement jusque-là et nous avons joué les troubles faits. Et au deuxième tour, oui, on a dû faire 54 et quelques, je me souviens pas exactement du chiffre, mais il y avait une distance suffisante. Mais encore une fois, moi, je ne pense pas que c'était un choix d'étiquette politique. Oui, C'était surtout le ras-le-bol des habitants qui voyaient effectivement une municipalité qui ne répondait pas aux attentes des habitants. ça me fait C'était penser surtout Kia. ça, il y avait un rejet. On est dans le même cas là, ouais. Je crois qu'on est dans la même situation aujourd'hui, oui, parce qu'en 2020, entre les affaires, Abdel le sympathique que tout le monde connaissait, ils ont choisi Abdel. Et là, pour le coup, même dans la situation difficile dans laquelle on était, avec toute la presse nationale contre nous, on les a quand même poussés à nouveau au deuxième tour. Et donc, la deuxième exception en 100 ans, ce qui est déjà pas mal. Et cette fois-ci, c'était combien le taux en 2020? Alors, on a fait 45% au deuxième tour. 45 deuxième tour. Ouais. En gros, les chiffres de 2014 s'étaient inversés, mais dans des C'est conditions toi la tête de liste en difficiles. 2020. C'était moi la tête de liste en 2020 parce que Stéphane de Paoli a découvert, comme beaucoup de gens qui n'ont jamais fait de politique ou qui n'ont jamais été sous le feu des projecteurs, que finalement la vie publique c'était quand même assez dur. Et Oui. effectivement, il y a eu plein d'événements, il y a eu les affaires qu'on connaît, il y a eu des procès. Et à titre personnel, c'est quelque chose qui est très difficile à vivre. D'ailleurs, en parlant de procès, je passe du coq à l'âne, hein. Sauf erreur, au mois de septembre, il y a eu une affaire, qui a fait grand bruit dans la presse locale, l'affaire Téméco. Oui. Je connais pas les détails, donc je vais pas en parler. Qu'est-ce qui s'est passé et quelle est l'issue de cette affaire? Oh, les détails, c'est assez simple. C'est que le maire et le président de la Séméco m'accusaient d'avoir utilisé les fonds de la Séméco à des fins politiques, c'est-à-dire notamment pour éteindre la voix du directeur général de l'époque. Le directeur général de l'époque qui était l'ancien mandataire financier de Stéphane de Paoli en 2014. Donc, ils ont monté toute une histoire pendant 4 ans en faisant croire aux Balbiniens qu'il y avait des choses à cacher et que c'était le prix du silence. Le tribunal leur a donné tort en disant que tout le monde était relaxé. Il n'y a donc pas Ouais, de détournement de fonds publics, encore moins à des fonds électoraux. Et donc le maire a menti pendant 4 ans, notamment en disant à tout le monde que les fonds de la ville avaient servi à redresser la Séméco après ces détournements. Je lui ai dit à chaque conseil municipal qu'il en parlait que c'était un mensonge. Et d'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que l'avocat de la ville au tribunal a demandé combien de dommages-intérêts aux accusés, pas les centaines de milliers oui, d'euros qu'il prétend avoir donnés à la Séméco. 1 euro symbolique. d'accord, c'est tout? Oui, c'est tout. Alors que l'affaire représentait combien? Plusieurs millions, je crois. Non, pas plusieurs millions. C'est combien cette affaire? L'histoire, c'était qu'il y avait des indemnités de quelques centaines de milliers d'euros Ouais, à 5 ou 6 salariés. Je ne veux pas du détail, d'autant plus que j'étais concerné que par l'affaire du directeur général. Mais non, c'était un total de 1 million et quelques. Je me rappelle pas du chiffre. Mais en tout cas, c'est beaucoup, hein, c'était une campagne. Oui, bien sûr que pour c'est c'est beaucoup. des grosses sommes quand on entend parler de ça et ça donne l'impression que les politiques se partagent des sommes, mirobolantes. Après justement, là, ça Le, a été jugé. le tribunal a dit le contraire. Tout le monde a été relaxé. Il n'y a pas de détournement de fonds publics. Les indemnités qui ont été versées aux uns aux autres, d'après le tribunal, hein, pas une question morale, c'est une question de droit, étaient légales. Et encore une fois, moi, j'ai été concerné que par la tout petit morceau de l'affaire qui consistait à dire vous avez acheté le silence du directeur général. Le tribunal a dit que c'était faux. OK, bon, bah, félicitations pour, ce Merci beaucoup. relax. Ça a dû vous soulager? Ça soulage parce que quand on subit comment dire, des procès qui durent longtemps, des investigations, moi, en étant élu pour la première fois à 50 ans, j'ai appris ce que c'était que de se faire brûler de sa voiture, que de se faire insulter, que de se faire menacer, une garde à vue, une perquisition. Enfin,
les 10 dernières années ont été, d'un point de vue personnel, assez instructives, on va dire. On vous a pas bien prévenu on vous a pas bien préparé, enfin, on vous a pas indiqué ou on vous a pas donné toutes les infos sur comment était, la politique au niveau local à Bobigny en tout cas alors? Parce que Non, mais surtout, la politique, elle a changé partout, hein. ouais, C'est pas seulement à Bobigny. On le voit d'ailleurs quand on ouvre la presse, il y a des affaires, y compris maintenant, dans des petites villes de province. Mais moi qui suis depuis 36 ans maintenant, malheureusement, dans la politique, l'attitude des gens et les personnes qui s'intéressent à la politique, cette sociologie-là, oui, elle a complètement changé. Moi, quand j'ai commencé à travailler pour Adrien Zeller, les gens étaient respectueux, voire même trop respectueux, oui, sans doute, avec les élus. Mais aujourd'hui, on est passé dans un monde où il y a plus de rapport entre citoyens et élus. C'est un rapport entre consommateurs et comment dire, le responsable du magasin qui doit absolument fournir la marchandise, même si elle n'existe pas. Et de manière générale, la société est beaucoup plus violente. Donc, ça s'explique aussi que dans la politique, il y ait plus de violence qu'avant. c'est dommage, j'espère, comme j'ai dit tout à l'heure, que pour cette campagne, ça va bien se passer et qu'il y aura moins de violence. Alors ce qui est bien à Bobigny, c'est qu'il y a de plus en plus de monde, j'ai l'impression, qui se politise. Alors, il y a des degrés, hein, il y en a qui s'y intéressent de loin ou il y en a qui rentrent vraiment, et là, je vois qu'il y a déjà plusieurs listes qui sont, quasiment composées. Donc ça sous-entendrait qu'il y ait, bah, c'est 50, il faut 50 candidats par liste à peu près? 47. 47 donc il y en a 4 ou 5, ça sous-entend qu'il y a, oui, déjà 200 personnes qui s'engagent et je trouve que c'est beaucoup alors qu'avant il y avait un parti et une petite opposition, avant 2014 et ça faisait qu'il y avait beaucoup moins de personnes qui étaient engagées, beaucoup moins de militants. Donc pour moi, c'est une bonne chose et ça peut participer soit à apaiser, soit à faire monter les tensions mais bon, j'ose espérer que c'est plutôt dans on va plutôt vers l'apaisement. En quelques mots, 2014-2020, qu'est-ce que vous avez bien fait? Parce que quand on n'est pas dans la politique, on ne sait pas ce qui s'est passé, pendant cette période. On n'entend que les affaires, OK, on entend des choses, mais qu'est-ce que vous avez bien fait? Qu'est-ce que Bobigny, va retenir du mandat de monsieur De Paoli? Au même titre, je vous demanderais qu'est-ce que, selon vous, en tant que leader de l'opposition, on va retenir du mandat d'Abdel Sadi entre Mmh. alors c'est pas à vous de faire son bilan, mais je pense que vous avez suivi de près toutes ces actions entre 2020 et donc 2026. Bah, pour l'héritage, on va dire, du mandat de Paoli, ce que je constate en tout cas, c'est que le maire élu en 2020 continue à inaugurer ce que nous avons décidé. Donc, il y a déjà une suite, en tout cas. Les décisions, les initiatives, les réformes qu'on a mis en œuvre durant ce mandat, ce sont des choses qui durent et qui produisent leurs effets dans la longueur. Vous voulez dire une poursuite Jusqu'en en fait du bon travail que vous avez fait sur certaines thématiques bah, et si, on va donner 2-3 exemples. Catherine Page et son premier adjoint Abdel Sadi étaient fermement opposés à la création de la police municipale. Aujourd'hui, cette police municipale n'a pas été remise en cause. Ils étaient fermement opposés à la vidéoprotection avec des mots extrêmement durs. oui, oui, ça je me rappelle. Aujourd'hui, Abdel fait une photo pour l'inauguration de la 100e caméra. Je dis pas qu'on n'a pas le droit d'évoluer dans la Il vie. fait des photos avec tout, il a peut-être pas vu que Ah si, si, quand même. Bon, on peut rire de ça, mais moi j'ai beaucoup de respect pour tous ceux qui s'engagent en politique, même s'ils ne sont pas de mon bord, et surtout quand ils ne sont pas de mon bord. La cantine gratuite, ils nous ont dit à l'époque, ils ont voté contre. Figure-toi quand même que le règlement intérieur de la restauration scolaire, il a fallu le voter en conseil municipal pour prévoir la gratuité. C'était ça l'acte fondateur, modifier le règlement intérieur. Abdel, le groupe communiste et le groupe socialiste, parce qu'il y avait deux groupes à l'époque dans notre opposition, ils ont déféré cette délibération au tribunal administratif pour la faire annuler. Ce qu'ils ne nous disent pas aujourd'hui qu'ils étaient pour la cantine gratuite. C'est juste un mensonge. mais c'est quoi l'argument pour être contre la cantine gratuite? C'est quoi l'argument? Ah bah parce que c'est pas juste socialement. Parce que les riches, ils payent pas comme les pauvres. Il faudrait faire un... Voilà. Est-ce que c'est Mais la cantine gratuite, elle est pour les 2 parents quand les 2 parents travaillent, c'est ça? Ou bien elle est aussi pour s'il y a un des parents c'est qui la, travaille? c'est la cantine C'est pour tout gratuite le pour monde? tout le monde. C'est pour tout le monde? Inscrivez votre enfant à l'école. À Bobigny, la cantine est gratuite à l'école élémentaire. Est-ce qu'il aurait fallu la Aussi simple que ça. est-ce qu'il aurait pas fallu la faire uniquement pour les familles où les 2 parents travaillent? Parce que s'il y en a un qui est à la maison et un autre qui travaille, bah, il y en a un qui peut recevoir l'enfant à la maison le midi pour déjeuner. Ouais, ouais, ouais. On peut, la France adore les usines à gaz.
Donc ça veut dire que quand on monte un système de ce genre-là, il faut avoir 15 fonctionnaires derrière qui contrôlent la situation des 5000 parents qui amènent leur enfant à l'école. L'élu C'est en surtout ça. C'était qui l'élu à l'enfance? C'est ta Alors, part, si tu crois qu'un élu tout seul est capable de faire ça, bon courage. Moi, ce que je dis, c'est que les élus, ils ont aussi une vie. Et ils ne sont pas salariés par la mairie pour s'en occuper 24 heures sur 24, week-end, jours fériés compris. Mais le système précédent, avant que la cantine soit gratuite, c'était le système avec le quotient familial. Sauf que nous, en arrivant, on a constaté quoi? D'abord, à Drancy, ça fonctionnait déjà depuis plusieurs années, la cantine gratuite. Donc, ça n'est pas impossible, puisque ça marche. À Bobigny, maintenant, ça fait 10 ans que la cantine gratuite est gratuite. Donc, ça marche. Il n'y a pas de souci. Le système, en revanche, précédent, avec les quotients familiaux, donc tu payes en fonction des revenus de ta famille, ça n'était qu'une façade. Parce qu'en réalité, il y avait 50% des gens qui payaient pas du tout. Nous, on payait. Ils recevaient des factures. On fait, mais on payait. Bah oui. Je sais pas que les gens payaient pas. Les gens recevaient des factures, mais ils payaient pas. Je parlais à ma mère. Hein. En gros, ce que la ville devait encaisser par an, des contributions des parents à la cantine, c'était 800 000 euros. Sur un coût total de 3,4 millions. C'est-à-dire que la cantine, de toute façon, elle est subventionnée par la ville pour tout le monde, puisque ça coûte 3,5 millions et que ce qu'on demandait aux parents, c'était 800 000 euros. Sur les 800 000 euros, il y a 400 000 qui rentraient jamais. Donc, la cantine gratuite, ça a coûté aux finances de la ville 400 000 euros, pas plus. En matière de courrier. Et ça, c'est un choix politique. Exactement. Oui. C'est un choix politique et on a la satisfaction de voir que ce qu'on appelle le nombre de rationnaires, c'est-à-dire le pourcentage d'enfants qui fréquentent l'école qui vont ensuite à la cantine. Le nombre de rationnaires était aux alentours de 65%. 65% des enfants d'une école vont à la cantine de l'école. Après la réforme et la gratuité de la cantine, le taux est monté à 82%. 82%. Et est-ce qu'il y a eu les structures adaptées pour accueillir autant de monde, le personnel pour ceux qui s'en rappellent, on a quand même agrandi la restauration scolaire à Paul-et-Loire, on a agrandi la restauration scolaire à Delaune, on n'a pas besoin de l'agrandir à Cachin ou à Romain-Rolland parce qu'il y avait déjà la place, mais les travaux ont été faits pour pouvoir accueillir tout le monde. J'ai entendu que justement la qualité de la pause méridienne à Bobigny était dégradée. J'ai entendu ça récemment. Ouais. Il y avait justement des soucis. Alors justement, c'est lié à quoi? Si il y avait eu les moyens nécessaires pour accompagner cette hausse de fréquentation? On va pas me dire que je suis responsable de ce que fait la municipalité depuis 2020. Pardon, hein. Je suis responsable jusqu'en 2020. Ouais. Et après, c'est aux autres qu'il faut poser la question. Ça n'est effectivement pas simple. Ils n'ont pas continué à investir, ça c'est clair. Et puis en termes de personnel, il faudrait effectivement que les gens soient mieux formés ou formés différemment. Leur seule réponse, ça a été créer 270 postes de fonctionnaires. C'est-à-dire que tous les gens qui étaient avant contractuels ou vacataires dans les écoles, maintenant ils sont fonctionnaires. Est-ce que ça a changé la qualité du service? Non, tu me dis toi-même que le sentiment général, c'est que ça s'est dégradé. Donc, être fonctionnaire n'améliore pas le service. C'est une question d'état d'esprit, c'est une question de moyens, c'est une question d'organisation et de formation des agents. Il est évident que des gens qui s'occupent de la cantine dans les écoles, c'est un milieu bruyant, c'est un milieu où on s'occupe, forcément les gamins, on en a tous eu, hein, ils ne sont pas nécessairement tous disciplinés, d'ailleurs, est-ce qu'il en reste encore quelques-uns? Donc c'est en termes humains, c'est effectivement une tâche qui est très difficile, même si c'est sur des courtes périodes dans la journée. Donc il faut trouver un système où effectivement ces gens-là puissent à un moment faire autre chose. Donc, la police municipale, la vidéosurveillance, la cantine gratuite. Est-ce qu'il y a d'autres bonnes choses qui ont été faites par l'équipe de Paoli? Un autre exemple qui concerne notamment un endroit de la ville que tu connais bien, entre l'Étoile et le Pont de Pierre. À l'époque, très clairement, c'est écrit et ça a été dit à de multiples reprises par Catherine Page. Il voulait fusionner les deux mairies annexes de l'Étoile et du Pont de Pierre en une seule. Il ne voulait pas non plus. La Poste, à un moment, est venue nous voir en disant le bureau de poste au Pont de Pierre, il ne fonctionne pas. Catherine Page, clairement, a dit s'il ne fonctionne pas, fermez-le. Nous, on a décidé de maintenir une mairie annexe dans chacun des deux quartiers et de transformer l'agence postale en agence postale communale. C'est-à-dire qu'en gros, c'est des employés municipaux. C'est un accord avec la Poste qui coûte à la ville évidemment plus cher
que si la Poste Oui. le fait tout seul, c'est normal. Mais ça nous semblait important que ces 2 quartiers qui sont physiquement éloignés de la ville puissent continuer à bénéficier des mêmes services et que pour des questions de rationalisation administrative, à un moment, il faut écouter les habitants. Oui. Bah, c'est sûr que c'était la banque postale, hein, qui était là. Elle est partie en gros Mmh. et la municipalité a décidé de créer comment on peut appeler ça? Ça s'appelle une agence postale Une agence communale. postale. C'est que du Donc courrier, donc il y a plus le oui, d'accompagnement. oui, mais le service on a maintenu quand même Le le DAB. guichet automatique parce que ça aussi c'était un débat. Mais Bah, parce que la banque il y a eu des postale braquages aussi, c'est pour ça. ouais, il y a des braquages partout, ouais. Ça malheureusement, personne n'est à l'abri. Mais moi je vois par exemple la poste à côté de chez moi, à la ferme, elle est plus souvent fermée qu'ouverte, hein, et pourtant c'est une poste, pas une agence postale communale. Mmh. Bon. Ah et puis il reste encore plein d'autres, on n'a pas parlé du cœur de ville, Et justement, le moi fameux j'allais te centre parler. commercial Bobigny 2. Mais je connais, beaucoup de monde qui me disait qu'il était vraiment horrible, notre centre commercial, et c'est vrai que c'est une bonne chose qu'il ait été, remplacé par autre chose, par un vrai centre-ville. Maintenant, il y a des discussions sur, Que je comprends. oui, sur, le cœur de ville. Moi-même, je t'en ai fait part, hein, on va Ouais, ouais. pas, voilà, faire semblant. Je dis: «Bon, c'est bien», heu, mais je trouve qu'il est pas assez, enfin, c'est un écoquartier qui a été fait, qui a été mis ou c'est quoi? C'est comment Oui, on oh bah, qualifie? on peut donner tous les labels qu'on veut. Mais je vois pas le Le côté le éco, je vois pas le le côté éco. ah bah, ça doit être hein, c'est dans les matériaux, là, machin. Je rappelle quand même, qu'on a fait une chose aussi, avec Drancy pour le coup, qui durera, qui reste et qui est au bénéfice des Balminiens, c'est le réseau de chauffage urbain par la géothermie. On va juste rappeler de manière très simple, en 2014, il y avait le réseau de chauffage historique qui avait été fait avant, le bout de réseau de chauffage urbain au centre-ville, alimenté par, la chaudière. Semeco est encore impliqué là-dedans, hein, avec le système de cogénération. Et donc ça, c'était un réseau de chauffage qui alimentait essentiellement les cités en centre-ville. Karl Marx, OK, Paul-Éluard, Chemin Vert, etc. Avec Drancy, nous avons décidé un partenariat avec le CIPEREC qui permet d'alimenter ce réseau de chauffage par la géothermie. Donc tout le monde comprend que si 60% de la chaleur produite vient de la chaleur de l'eau souterraine, c'est 60% d'énergie en gaz qu'on ne paye plus. Ce qu'on paye encore, c'est essentiellement l'investissement. C'est un investissement de 70 millions d'euros, ce qu'aucune des 2 villes n'aurait pu faire. Et ça a permis d'étendre le réseau de chauffage urbain de Bobigny à d'autres quartiers de Bobigny, jusqu'à l'Abreuvoir, et de l'Abreuvoir à Drancy. Et aujourd'hui, Drancy rend en quelque sorte la politesse, puisqu'il y a un nouveau puits qui a été foré du côté du quartier de l'Avenir parisien à Drancy, derrière le terrain de rugby, ouais, qui vous avez oublié l'étoile dans l'affaire, alimente l'Étoile et Pont-de-Pierre. mmh. Et ça, c'était un engagement de 2020. Et ça c'est quoi l'incidence pour Donc les c'est notre engagement que M. Sadi a tenu, mais il n'avait pas trop le choix parce que c'est pas lui qui décide. mais l'incidence concrète au Ah quotidien? bah, l'incidence concrète, c'est qu'effectivement, dans une première période de quelques années, bah, l'incidence d'abord, c'est que le prix du chauffage ne doit pas bouger. Est-ce que ça fait baisser, la facture pour les habitants? Ça la fera baisser plus tard, ça la fait baisser sur le long terme. Pourquoi? Ce que tu ne payes pas, bah, dans la crise énergétique qu'on a vécue récemment, à Bobigny, les gens continuaient pour le chauffage, pour l'eau chaude, à recevoir des retours positifs de leurs acomptes de charges, pendant que nous tous qui habitons ailleurs que sur le réseau de chauffage urbain, nos factures, elles augmentaient parce que le prix du gaz a explosé. Quand, dans une facture, tu as le montant de l'investissement nécessaire, lui, il bouge pas. Cet investissement, c'est comme si tu fais un emprunt. Pendant 20 ans, ça sera le même prix. Ça bougera pas. Quand il y a une partie de l'énergie qui est gratuite, puisqu'elle est déjà dans l'investissement, l'eau chaude qu'on prend sous terre, on la paye pas. Il reste 40% de la facture énergétique, c'est le gaz. Donc les prix, pour les gens qui sont sur le réseau de chauffage urbain, à Bobigny et à Drancy, il n'a évolué que dans ces 40%. Et Oui, donc la facture, elle progresse beaucoup moins vite que quand tu payes 100% de gaz, comme moi, et sans doute comme beaucoup oui. d'autres gens. Moi, la facture, je l'ai vu grimper ces 3 dernières années. À contrario, s'il n'y avait pas eu donc cette, mesure, la facture aurait explosé pour, les Valbonais, Ah oui, pour en tout cas ceux qui sont en bien sûr. situation.
OK. On était en train de Cœur parler de de ville, cœur de ville. il manquait de verdure, selon moi. Oui, bah, bien sûr, bien sûr. Alors moi, je j'ai une vision un peu différente de celle des Balbiniens qui sont là depuis longtemps. C'est normal, comme je disais, je suis arrivé il y a 13 ans. Donc, moi, j'ai pas l'historique de je sors du collège, je vais avec les copains dans le centre commercial, etc. Donc, je comprends qu'il y a des gens qui soient attachés à ça. En revanche, le centre commercial, il appartenait à qui? La ville n'avait que 3% du capital. C'était entièrement privé. La ville détenait 3% du capital pour une vieille histoire de rachat d'une station-service du côté de Pablo Picasso pour permettre au tramway de s'agrandir. Donc l'histoire du tramway dont on nous dit aujourd'hui que c'est une conquête d'Abdel Sadi, la ville, il y a 20 ans, a racheté un morceau du centre commercial parce que c'était déjà prévu. Donc, bon, je veux bien qu'on nous raconte des histoires, mais à un moment, les gens aussi ne sont pas bêtes et ouvrent les yeux. Les autres propriétaires, c'est qui? C'est des privés purs et durs. Le premier propriétaire, c'est Unibail-Rodamco. Pour ceux qui ne savent pas, Unibail-Rodamco est le plus gros propriétaire français de surface commerciale. La Française de gestion, qui est le plus gros gestionnaire français de fonds de commerce, et Auchan. Le groupe Auchan, quand on leur parle finance ou foncier, c'est pas des tendres. Ils regardent de près. Et donc ces gens-là, pour partir de là, ils avaient des exigences. L'exigence de leur racheter les murs, et pour les commerçants qui étaient encore, l'exigence de leur payer une indemnité, ce qu'on appelle une indemnité d'éviction, c'est-à-dire un chèque pour qu'ils partent, puisqu'ils avaient des baux, un bail en bonne et due forme. Et bien très simplement, les murs, ça a coûté 30 millions d'euros pour les racheter. L'éviction des commerçants, ça a coûté 30 millions d'euros. Et la démolition avec le désamiantage, le déplombage, parce que, pas se leurrer, c'est un stand qui a été construit dans les années 70, donc avec de l'amiante et du plomb partout. Et avec les nouvelles normes de construction et d'habitation, il est impossible de garder ça. C'est 20 millions de plus. Qui aurait pu dépenser 80 millions d'euros pour se retrouver avec un champ de patates? Pour faire quoi dessus? Quand tu as déjà payé 80 millions pour avoir un terrain vague, comment on investit pour construire quelque chose dessus? Mais c'est pas compréhensible. Aucun bailleur, c'est pas compréhensible. Mais non, mais quand je dis c'est pas compréhensible, c'est que, ce que tu es en train de dire, c'est que ça aurait coûté 80 millions si, Ça a coûté 80 millions juste de racheter le centre, d'indemniser les commerçants et de le démolir. mais pourquoi, justement il y a cette impossibilité de travailler sur quelque chose de plus vert? Il y a un sujet par rapport à ça? Alors, je vais finir par expliquer. Oui? Ah! Déjà, les 80 millions, première chose. Ensuite, deuxième chose, comme on l'a vu dans les projets anciens menés par Catherine Page et ses prédécesseurs, notamment lors de la rénovation de Karl Marx, on a beau dire que la voiture fait partie du passé et qu'il faut démolir tous les parkings, on voit aujourd'hui le résultat à Karl Marx. Donc, il y avait une obligation de construire en dessous un certain nombre de places de parking. Donc, il faut creuser. À partir du moment où tu creuses, tu as une ville sur dalle. Nous, l'important, ce que nous, on voulait vraiment, ce qui nous semblait utile pour les Balbiniens, c'est de s'assurer qu'il y a un beau cinéma, c'est de s'assurer qu'il y ait des commerces, c'est de s'assurer qu'il y a un vrai centre-ville dynamique. Et ça, pour le promoteur privé qui s'en est occupé, eh ben, toutes les exigences que l'on a les unes après les autres, ça se compte en nombre d'étages. Alors moi, je veux bien que des immeubles entre 8 et 15 étages, ça soit pas bien entourés de Paul-Éluard, Berlioz, Chemin Vert, Salvador, dont je rappelle qu'ils ont des tours, Karl Marx, dont je rappelle qu'ils ont des tours de 18 étages, sans compter pour Chemin Vert et Paul-Éluard les 2 étages de dalle, ce qui nous ramène quand même à des immeubles de 20 étages. Et à un moment, c'est effectivement le financement privé qui a payé ça. Il y a aussi à avoir un équilibre de population. Moi, je veux bien les gens qui me disent on aurait dû faire un grand square, un parc. Avec quel argent? Juste, je veux qu'on m'explique. Moi, en politique, je suis relativement modeste et j'essaye d'être rationnel. Quand on me propose un projet qu'on est incapable de payer, moi, je dis simplement on leurre les gens. On les leurre. Imaginez faire un jardin avec à l'intérieur un cinéma, des commerces, des restos, des machins. Mais qui va le payer? Personne. On a opté pour le seul projet qu'un promoteur privé était capable de porter,
Le total de l'opération, c'était 300 millions. Qui a déjà investi, en tant qu'investisseur privé, 300 millions à Bobigny? Altaria Cogedim, point. Christian Bartholmé, le 22 novembre, il y a eu une assemblée populaire qui s'est tenue à Bobigny. Qu'est-ce que c'est cette assemblée? Comment ça s'est passé? Est-ce que vous allez être satisfait? Parce que quand on entend assemblée populaire, moi, l'image que j'ai, c'est une foule de personnes qui viennent pour acclamer un projet, un candidat, je sais pas. Donc, c'est quoi cette assemblée populaire qui s'est tenue le 22 novembre à Bobigny? Ah bah pour le coup, je pense que c'est la bonne appellation. Si c'est une foule de gens qui viennent applaudir un projet, Ouais, un élan, c'était le cas. Quand à Bobigny, juste à côté, hein, à Noisy-le-Sec, parce qu'après il y a des gens qui vont dire c'était pas à Bobigny, dans le parc de la Bergère donc, dans un endroit que tout le monde connaît, puisqu'il y a beaucoup de gens qui le fréquentent, notamment pour les mariages. ouais. Quand on réunit 500 personnes, voire un peu plus, mais il aurait fallu que je compte les gens dehors, mais 500 j'étais dedans. personnes. Il y avait combien de chaises pour être pour 350 on a chaises, des images, on va regarder après. 350 chaises étaient posées. Alors OK. vous pouvez faire avec ton équipe un certain nombre de comptages par chat GPT Ouais. et d'autres trucs. Il y en a qui m'ont envoyé des messages genre non, vous étiez pas parce que j'ai envoyé sur l'IA, il n'en a trouvé que 400. Oui, sur une moitié de photos. Donc mais c'est pas bien grave, hein. Nous, on sait qu'on a posé 350 chaises et qu'il y avait plus de 100 personnes debout. Donc, les batailles de chiffres, c'est pas bien important. Ce qui est sûr, c'est que, à part nous, personne ne réunit autant de Balbiniens. Et je dis bien de Balbiniens, qu'il n'y a pas de gens d'autres villes dans la salle pour combler les Pour trous. français, oui. Vous entendez que Parce ça peut changer qu'aujourd'hui, le fond? oh bah, ça peut arriver. Ouais. Ça, ça peut arriver, y compris de la majorité. Oui. Bon, parce qu'on y a toujours beaucoup d'invités, hein. Donc, pas invité, hein, pas un problème. On ira Mais au meeting de Abdel Sadi s'il en faut. il faut y aller, oui. Bah, il en fera forcément. Si, si. Autrement que sur invitation à la salle Maurice Nulès, avec 50 personnes. Non, non, je veux pas avoir l'air de me moquer. Mais en réalité, déjà au mois d'août, quand on a fait l'assemblée générale du petit parti politique que j'ai créé il y a maintenant 6 ans, on était C'est quoi ce parti? c'est le parti Ensemble, qui est reconnu au niveau national par la fameuse commission Ça s'appelle nationale. Ensemble. Ça s'appelle On Ensemble. dirait le nom du mouvement du président Macron, c'était en Oui, 2000. sauf que moi, c'est en 2019. Donc c'est Lui, c'est après. donc le parti Ensemble a organisé en août Ouais, déjà un premier rassemblement. exactement. C'était pour notre assemblée générale traditionnelle qui se tient toujours fin août. Et quand on a vu effectivement les gens, parce qu'habituellement on est 60, 70, là on était quasiment 200. Et donc on a vu effectivement qu'il y avait une vraie envie, une vraie appétence. Et on va pas se le cacher, hein, quand on se promène un minimum en ville, sur les marchés, dans les commerces, quand on va dans les manifestations, on entend bien qu'il y a aujourd'hui, allez, on va dire poliment, une lassitude, pour pas dire un ras-le-bol de l'équipe municipale en place. Et ça se sent. Et ça se sent, et les gens ont une vraie envie de prendre les choses en main. C'est-à-dire, on ne serait pas aussi nombreux s'il n'y avait pas autant de Balbiniens qui avaient compris, au final, que les affaires municipales, c'est Ouais. d'abord leur affaire. C'est leur affaire de citoyens. Il n'y a pas d'un côté des spécialistes, des personnages providentiels, qui gèrent, et puis ne vous en occupez pas, votez pour moi. Une élite. Non, il faut que C'est pas les comme ça gens, avant. oui, oui, mais il faut que les gens s'intéressent à ces choses. Elles ont l'air parfois difficiles, mais en réalité, c'est beaucoup plus simple que ça. Moi, j'ai discuté avec beaucoup de Valmudiens. On me dit, ouais, mais toi, tu as un discours technique. Mais je suis désolé. Un sou est un sou. Quand je compare le budget de la ville à un budget d'une famille, les gens, ils comprennent très vite. On peut expliquer les choses simplement. Et aujourd'hui, les gens ont compris que ce que faisait la municipalité, ça n'était pas ce que eux pensaient de l'intérêt pour les Balbiniens. Très simple, hein. Sécurité, propreté, éducation, citoyenneté. Tout ça, ce sont des choses que les gens attendent avec impatience et ils sont prêts à s'engager pour J'ai ça. beaucoup entendu ça et ce qui m'a marqué aussi, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes Oui, et beaucoup de très jeunes, hein, moins de 25 ans, moins de 30 ans, on a effectivement aujourd'hui dans notre mouvement beaucoup de jeunes entre 25 et 35 ans qui sont impliqués dans la vie locale, soit du point de vue associatif, soit ils ont créé leur propre entreprise. Il y a beaucoup de talents à Bobigny et aujourd'hui les gens
ceux qui s'en sont sortis tout seuls ont envie d'aider les autres à changer l'image de cette ville et surtout à faire une ville différente pour leurs parents, leurs grands-parents, leurs petits frères, leurs sœurs, leurs voisins. Et il y a beaucoup de jeunes dynamiques, effectivement, qui s'engagent et qui veulent participer au renouvellement des équipes municipales. Il est temps. Et il y a eu un fait. Oui. C'est notre combat commun, pour le coup, depuis des années, quelle que soit l'étiquette politique, que les gens s'engagent. Oui, clairement. Et moi, il y a un fait qui m'a marqué pendant cette assemblée populaire, c'est la désignation, la quasi-unanimité d'un candidat. Est-ce que tu peux nous en parler? Parce que je pense que ça intéresse pas mal de monde. Qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné? Je t'ai vu aux côtés d'un candidat. Jimmy Mesquita, c'est son nom. Il est à l'image de ce que je disais tout à l'heure. Ça fait partie... si le jour où je ferai un bilan à la retraite de mon action politique, ce dont je suis sans doute le plus fier, c'est effectivement d'avoir incité un certain nombre de jeunes gens de s'impliquer dans la vie politique. Jimmy, c'est un balbinien. Il est né, comme beaucoup de balbiniens de son âge, il a 36 ans, à la clinique à Bondy, hein, forcément, parce qu'il n'y avait plus de maternité à Bobigny. Voilà. Il a ses parents habitent dans le quartier Pavenir-Édouard Vaillant. Il a grandi à Édouard Vaillant. Il a fréquenté les écoles Varlin, Vaillant. Il a été au collège Timbaud. Il a été au lycée Louise Michel. Et il a fait son chemin et il a toujours été actif. À 24 ans, il a créé sa société. Et depuis 12 ans maintenant, il fait prospérer sa société. C'est simplement une agence immobilière, mais il en est déjà à la 3e ouverture avec un associé qui lui a le même âge que lui. Ils se sont connus quand ils étaient jeunes. Et il a toujours eu, le sentiment qu'effectivement, la municipalité, telle qu'elle était dirigée par le Parti communiste, ne répondait pas nécessairement à ses attentes. Non seulement il a grandi à Bobigny, il habite à Bobigny, comme il l'a dit lors de cette réunion, il a fait venir son épouse, il a convaincu son épouse de s'installer à Bobigny, parce qu'on sait tous que quand on n'est pas de Bobigny, même quand on est d'une autre ville de Seine-Saint-Denis, on se dit Bobigny, pas simple. Bon, ils ont 2 enfants, ils les élèvent à Bobigny, fréquentent les écoles, la crèche à Bobigny. Et lui, il pense effectivement à l'image de la ville, il pense au sort de ses parents, il pense au sort de ses voisins, de ses amis d'enfance, de ses amis professionnels et des générations futures. Et il incarne exactement l'état d'esprit de ces gens qui veulent reprendre en main les affaires municipales et les faire leurs, pour l'intérêt des Balbiniens. C'est pas quelqu'un qui veut faire carrière en politique. Il a déjà fait carrière dans le monde professionnel. Il n'a pas besoin de faire carrière en politique. Oui. Ça, c'est bien, c'est pas comme certains candidats qui se lancent pour accomplir, pour eux, c'est un projet professionnel, dans le sens où ils ont des difficultés à s'accomplir personnellement. Du coup, ils passent par la politique pour essayer de devenir quelqu'un ou d'avoir un emploi ou essayer de trouver une issue à leur difficulté. Ouais, et c'est pas comme ça, effectivement, qu'on travaille dans l'intérêt des autres quand la motivation de base, c'est son intérêt personnel. La question, c'est pourquoi c'est pas toi qui y vas? Pour toutes les raisons que j'ai expliquées ce soir-là. Ah non. Je pense qu'à bientôt 62 ans, et quand on a, comme moi, chevillé au corps un certain nombre de valeurs, moi je pense qu'en politique, il faut être modeste. Et il faut se remettre en cause tout le temps. Tu l'as dit tout à l'heure, il y a eu, dans le mandat précédent, il y a eu des affaires. Même si je sais, si d'une part le tribunal m'a innocenté pour l'histoire de la Séméco, et même si je sais que je ne serai jamais inquiété pour l'histoire de l'OPH, je sais aussi que sur les 25 000 électeurs de Bobigny, il y en a au moins 24 000 qui y croient. Donc, ce serait vraiment me tirer une balle dans le pied que d'être heureux de voir ce mouvement populaire se lever et de devenir un obstacle pour vouloir en prendre la tête. C'est aussi simple que ça. Moi, je n'ai pas non plus un ego surdimensionné. Ma carrière, pendant 36 ans, j'ai été collaborateur d'élu, donc
si tu es collaborateur d'élu et que te prends pour plus que ce que tu n'es, c'est difficile. Il ne reste pas 36 ans. Donc, pour moi, ce qui compte, c'est le résultat. Et je pense que le meilleur résultat, c'est de montrer, de donner envie aux électeurs de suivre cette équipe jeune, dynamique, avec un certain nombre d'anciens. Hein. Je ne dis pas que les anciens vont s'effacer. Non, on a une expérience à partager, on a des connaissances à partager, on a des choses à leur apprendre, on sait les conseiller et les guider sur toutes les choses techniques dont on peut parler, sur les finances, sur etc. C'est important que des candidats à une élection sachent que une fois qu'ils seront élus, il y a un cadre. Il y a un cadre. C'est un cadre extrêmement rigide. Moi, j'entends souvent des gens se moquer du maire parce qu'il dit je ne peux pas, je peux pas faire ci ou je peux pas faire ça. C'est oui et non. Il ne peut pas a priori parce que il y a un certain nombre, comment dire, de cadres réglementaires, législatifs ou financiers qui l'en empêchent. Mais quand on connaît suffisamment les dossiers, on peut trouver un moyen de faire quand même. Donc, cette expérience, cette connaissance, on continuera à leur apporter. Parce qu'aujourd'hui, ils ne l'ont pas. Quand je cite l'exemple du maire, il a 30 ans de mandat et il n'a toujours pas, manifestement. Ouais, on va prendre un exemple simple qui touche beaucoup de gens, l'histoire du logement. Quand on demande au maire ou à l'adjoint au logement, est-ce que je peux avoir un logement, est-ce que vous pouvez m'aider? Ils répondent, ah ben non, ça dépend plus de la ville, ça dépend d'Est Ensemble, c'est à Montreuil. C'est factuellement une réponse correcte. Mais politiquement, c'est un mensonge. Parce qu'il y a 5 représentants de la ville au conseil d'administration d'Est Ensemble, et parce qu'il y a 2 élus, dont l'adjoint au maire et le président du groupe communiste au conseil municipal, qui siègent à la commission d'attribution des logements d'Est Ensemble Habitat. C'est ça. Ah bah, c'est public. Bon, maintenant, Je dis pas une ânerie, hein, c'est public. tout le monde va le dire dans la vie. Du coup, maintenant, Ah bah, moi, je le dis à tout le monde. ouais, bah, OK. Donc c'est pas toi le candidat, c'est, Jimmy Mesquita. Oui. Et Jimmy Mesquita, qui est balbinien et qui a sa vie à Bobigny, ses enfants qui sont scolarisés donc à Bobigny, sa femme à Bobigny, ses parents, je suppose, Oui, toujours. encore à Bobigny. Eh bien, j'aurai le plaisir d'échanger, avec lui à Bobigny quand je le croiserai. J'ai hâte de savoir quel programme, il va proposer, quelles sont ses idées. Parce que j'ai rencontré pas mal de candidats. Certains ont une vision, d'autres ont des idées, mais pour l'instant, il n'y a pas de programme. Et c'est sur le programme que je pense les habitants vont décider quel sera leur futur maire. Et si j'ai bien compris, ton rôle sera un peu plus en back-office pour chapeauter la campagne et éventuellement, donc en cas de victoire, accompagner de tes conseils l'équipe municipale. Oui, oui, je prendrai toute ma part dans la campagne, ça c'est sûr. J'en ai quand même fait quelques-unes, 36 ans. C'est un exercice que je pratique un peu. Après, effectivement, dans la gestion, ça sera sans doute encore plus important, parce qu'il y a, comme je disais, il y a un véritable mécano institutionnel dont il faut connaître quelques rouages. J'ai vu trop d'équipes municipales se faire déborder par l'administration. D'ailleurs, l'équipe municipale actuelle ne décide de rien. C'est l'administration qui décide de tout. Donc, en gros, ils ont abandonné la politique au profit de la gestion. Un exemple simple, des choses que l'administration municipale, alors même s'ils ont changé tous les directeurs généraux, etc., très bien, mais l'administration municipale nous avait proposé, dans le mandat précédent, de faire payer la cantine gratuite. Je dis ça de manière un peu caricaturale, mais Et en gros, dans la phrase, là, il y a un lorsque... truc. Bah oui, mais c'est ça qui m'a... C'est exactement ce que je leur ai dit à l'époque en disant, vous ne me ferez pas payer la cantine gratuite. Lorsque des enfants sont inscrits à la cantine, mais que pour tout un tas de raisons, ils n'y vont pas, évidemment, ça coûte un peu plus d'argent à la ville, puisqu'on paye des repas pour les jeter à la poubelle. Pas bien, point de vue développement durable, gâchis alimentaire. Oui. C'est pas normal que des gens souffrent de la faim dans le monde et que nous, on jette des repas simplement parce que les parents ont oublié ou sont trop feignants pour dire demain, mon gamin, il vient pas à la cantine. C'est clair. Mais au lieu de mettre en place un règlement qui puisse effectivement rappeler aux gens l'importance de tout ça, de faire un peu de pédagogie,
y compris de sanctions, en disant bah, ok, ça fait 4 fois, 5 fois qu'il n'est pas venu, bah, la semaine prochaine, il ne viendra pas du tout. Voilà, vous êtes exclu. Eh bien non. On dit, bah, si l'enfant ne vient pas et que les parents n'ont pas prévenu dans les 24 heures qui précèdent, eh bien, il paye son repas. C'est ce que j'appelle faire payer la cantine gratuite. À l'époque, nous avons refusé cette proposition du service éducation. Eh bien, figurez-vous que la nouvelle municipalité l'a accepté. Donc ça, c'est bien un truc imaginé par l'administration, Oui. que nous, du point de vue politique, on a refusé, et qu'eux, ils ont accepté, parce que c'est l'administration. Pareil, pour rendre payant le parking des usagers à l'hôtel de ville. Voilà, quand les services techniques, à l'époque de Stéphane de Paoli, ont proposé ça, les bras m'en sont tombés. On est en centre-ville, c'est l'hôtel de ville, c'est l'endroit où les gens sont obligés de se rendre pour faire calculer leur quotient familial, pour aller au CCAS, pour demander une carte d'identité, un passeport. Les seules places de parking qu'il y a de disponibles, c'est le sous-sol de la mairie, et on va rendre ça payant. Explique-moi. Enfin, et donc moi, à l'époque, on a refusé. Bah, c'est une des premières choses que la nouvelle municipalité a faites, écouter les services techniques et rendre les parkings usagers payants, que nous allons donc rendre gratuits C'est ce à que je vais partir dire. de dans 4 mois. Merci Christian Bartholmé. On arrive à la fin de ce podcast. Est-ce que tu as un message à faire passer aux Balbiniens, donc en tant qu'ancien adjoint aux finances de la ville de Bobigny entre 2014 et 2020, en tant que leader de l'opposition entre 2020 et mars 2026, en tant que potentiel, alors comment on peut le qualifier, quel sera ton rôle d'ailleurs, dans cette campagne S'il le faut, je serai le président du comité de soutien. Mais en tant que président du comité de soutien de Jimmy Mesquita, est-ce que tu as un message à faire passer, aux Balbiniens? ah bah, si je dois faire passer un message sous les 3 casquettes, je suis pas sûr que ce soit court. Non, on a vu depuis 2020 que gérer les finances d'une ville, c'est se donner les moyens d'agir pour les habitants. Ils n'ont pas géré les finances. Moi, je retiendrai longtemps, pas que je sois rancunier, mais parfois les choses désagréables, elles restent en mémoire. Rancunier, hein, et c'est moi Le qui dis ça. ouais, le jeune adjoint aux finances, le nouveau jeune adjoint aux finances, au début du mandat, en gros, vitupérait ma gestion à la papa, j'appelle la gestion en beau père de famille des finances publiques, prétendait que lui, il allait dynamiser. On a vu ce que ça a donné, hein. Nous, entre 2014 et 2020, on a diminué la dette de 20 millions d'euros sans augmenter la fiscalité. C'était zéro. C'était le même taux pendant les 6 ans. Eux, ils ont augmenté la contribution fiscale des Balbiniens entre 25 et 30%, et ils ont augmenté la dette de 20 millions. Et aujourd'hui, est-ce que ça étonne quelqu'un, quand on connaît ça, est-ce que ça étonne quelqu'un que les parents d'élèves nous disent il n'y a pas de papier toilette dans les toilettes des enfants? Est-ce que ça étonne quelqu'un qu'on nous dise il n'y a pas de savon dans les toilettes des maternelles? Est-ce que ça étonne quelqu'un que les poubelles que les poubelles jonchent le sol dans toutes les rues? Est-ce que dans les dortoirs, c'est vrai ça? Bah, c'est ce qu'on m'a dit, moi je les ai pas vus, hein. Je peux pas en témoigner en tout cas. Est-ce qu'à un moment, on va comprendre que gérer une ville, c'est aussi gérer avec les moyens qu'elle a? Le budget de la ville, il est passé de 100 millions en 2020 à 130 millions aujourd'hui. C'est-à-dire que la ville encaisse 30% d'argent de plus que dans la période où nous étions aux affaires. Ils ont financé quoi? Ah, je ne sais pas ce qu'ils ont financé. Ils prétendent qu'ils ont doublé ou triplé l'investissement. Mais moi, je ne le vois pas. Moi, je le vois pas. Ce que je vois, c'est une dégradation de la salubrité publique, une dégradation de la sécurité, une dégradation des services publics. Les champions des services publics se sont débarrassés des services publics. Les assistantes sociales ne sont plus gérées par la ville. Elles ont été, entre guillemets, rendues au département. Il n'y a plus d'assistantes sociales à Bobigny. Ils font semblant avec des gens au CCAS qui ne sont pas formés pour ça, les pauvres. Donc même les agents en souffrent. Ils ont créé 270 postes de fonctionnaires, principalement dans les écoles, pour que les écoles fonctionnent finalement moins bien. C'est quoi l'intérêt? Et tout ça, ça leur a coûté, on est passé de 59 millions de dépenses de personnel à 75. Rien que ce chiffre. Augmenter de 30% les dépenses de personnel pour rendre un service moins bien qu'avant.
Il y a pas beaucoup de villes qui ont autant de dépenses de personnel. Aujourd'hui, ils bradent le patrimoine municipal, c'est-à-dire que les propriétés Oui. de la ville, on a encore quelques pavillons, quelques morceaux de terrain, ils les bradent aux enchères via une agence immobilière, c'est-à-dire par le privé. Ils ont fait un marché pour qu'un certain nombre de rues soient nettoyées par des entreprises privées. Et tout ça après avoir augmenté de 16 millions les dépenses de personnel. Il y a un moment où il faut effectivement que les gens se disent on veut un certain nombre de choses. Mais qui peut m'expliquer, dans ce qu'on veut, ce qu'il est possible de faire et comment le faire? Le plus important, si les Balbiniens veulent pas se tromper, c'est qu'ils choisissent l'équipe qui pourra leur expliquer ce qui est possible de faire et comment le faire. Parce que tout le monde peut dire votez pour moi. Quelqu'un qui vous explique comment faire pour obtenir ce que vous voulez, il n'y en a pas beaucoup. Et quel est le nom de cette équipe qui sera en capacité de? Ah bah aujourd'hui, cette équipe a choisi de s'appeler Bobigny Debout. Parce qu'il est temps à la fois que les gens se lèvent et il est temps que nous retrouvions tous ensemble la fierté d'être balbiniens. Parce que malheureusement, nous avons perdu depuis 5 ans. Très bien. Merci Christian Bartholomé. Un dernier mot peut-être? Allez-y. Je suis très heureux qu'au bout de 11 ans, Oui. finalement, on n'a strictement aucun conflit, on s'entend très bien. Bah, aujourd'hui, oui, oui, oui. C'est une bonne chose. Je pense que dans l'intérêt de tous et dans l'intérêt des Balbiniens, que chacun puisse s'entendre pour que la ville aille mieux. Maintenant, bon, attendons de voir la suite, mais en tout cas, merci d'avoir participé à ce podcast Merci à et toi. plus que bienvenue si vous, l'équipe municipale potentielle pour mars 2026 et l'équipe Bobigny Debout pour échanger donc ici dans ce podcast. Ah, merci beaucoup. À bientôt.